BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, Edwige Chevrillon. Un grand journal, on parle d'été numérique en l'occurrence avec vous Thierry Jadot. Je rappelle que vous êtes président de Dentsu Aegis Media France, parce que maintenant il faut rappeler que Dentsu a été racheté en l'occurrence. Oui. Aegis Media France, grosse centrale d'achat, même un peu au cœur de tout ce qui se passe. Juste avant de parler de cet été numérique, de cette révolution digitale, ça fait longtemps que vous vous intéressez à ces questions. Une question, vous nous disiez tout à l'heure à propos du chiffre du chômage, donc ils sont tombés, que ce qui était dans le numérique, la pub, vous étiez un excellent thermomètre, même vous anticipiez un petit peu. Donc en ce moment, le secteur il est un peu difficile, non, si j'ai bien compris. Oui, le secteur est difficile parce que les investissements publicitaires sont stables, globalement. Mais il y a à l'intérieur des médias qui reçoivent les recettes des changements très significatifs. Regardez, entre 2008 et 2013, le marché publicitaire est resté stable à 13 milliards d'euros. Mais au cours de ces 6 années, la presse a perdu 2 milliards, le numérique a gagné 2 milliards. La télévision, les autres médias sont restés stables. Donc stabilité, mais une recomposition du paysage au profit des médias numériques. Ça se voit bien, hein, en l'occurrence, ça fera le lien du reste, parce que vous-même vous revenez là-dessus, sur cette évolution de la presse. Mais est-ce que c'est une révolution définitive ou c'est un cycle? Je pense qu'on est... Je l'ai appelé l'été numérique. Oui. En contraste avec le printemps numérique qui aurait signifié qu'on était au début d'un processus. On n'est pas au début d'un processus. Le numérique est en train d'envahir nos vies quotidiennes, est en train d'envahir le type de relation qu'on entretient avec nos collègues, avec notre famille. Il est à tous les étages des entreprises, à tous les étages des immeubles des particuliers. Donc on est complètement dedans. Et qu'il est temps aujourd'hui pour un certain nombre de décideurs de s'y coller et de considérer que la révolution numérique, la transformation numérique, c'est un projet d'entreprise et pas juste un canal de communication. Mais en même temps, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire une croix sur ce qui était dans le passé ou il y a quelques mois? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je prends un exemple. On parle beaucoup de mondial de football. Regardez les audiences à la télévision. Elles sont France-Suisse, quasiment 16 millions de téléspectateurs devant TF1. Plus 1 million sur mytf1.fr, plus quasiment 800 000 sur Bein. Sauf que ce qui a changé, c'est la première fois que ça se passe dans une Coupe du Monde, c'est qu'il y a tellement d'interactions sur les réseaux sociaux. Vous voyez la bataille entre Twitter et Facebook qui se renvoie à la figure un certain nombre de mobilisations sur les réseaux sociaux avec 24 millions de tweets, 2 millions de tweets et puis 24 millions d'interactions sur Facebook. C'est là qu'apparaît la vraie révolution, c'est-à-dire que c'est la télévision, oui, mais dans une dimension beaucoup plus interactive sur les réseaux sociaux, donc sur les réseaux sociaux numériques, et c'est ça la révolution. Alors, vous dites été numérique, ça veut dire que pendant l'été, qu'est-ce qu'il faut faire, grosso modo, Thierry Jadot? Alors, il y a plusieurs aspects. L'aspect des organisations. Le numérique, il a comme conséquence de challenger beaucoup de choses, challenger les organisations pour qu'elles soient moins hiérarchiques, plus horizontales, plus collaboratives. Elle challenge les experts enseignants, les experts journalistes. Elle challenge un certain nombre de fonctions, les chauffeurs de taxi, etc., les assureurs. Et donc la vraie question du numérique, c'est la légitimité des marques, la légitimité des experts, la légitimité des intermédiaires. Et pour moi, c'est ce qui est en train de transformer le monde, c'est ça. Mon rôle de professionnel, c'est de justifier auprès de mes clients la valeur ajoutée que je peux apporter et qui justifie qu'ils fassent appel à moi. Un exemple, il n'y a plus besoin de guichet à la SNCF. On a mis des automates. La vraie valeur d'un guichetier, c'est 0 par rapport à un automate. En revanche, la SNCF, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis ses guichetiers dans les gares, le long des quais, pour aider les passagers, notamment à l'occasion des grèves. Mais alors que justement, qu'est-ce que vous dites? Comment faire passer ce message auprès de vos clients? Parce que c'est ça qui est intéressant, puisque encore une fois, vous avez devant vous toutes les plus grandes entreprises et vous avez un rôle clé parce que vous les conseillez pour savoir où justement il faut porter leur voix, pour reprendre votre expression. Comment est-ce que vous essayez de leur faire comprendre cette mutation? Parce qu'il y en a beaucoup qui y sont, mais j'ai envie de dire, c'est pas dans le core business, c'est encore un peu marginal par rapport à l'organisation
l'organisation de l'entreprise. La transformation numérique n'est pas une affaire d'experts. C'est la première chose que je leur dis. La deuxième chose que je leur dis, c'est qu'il n'est pas utile de lire beaucoup de livres ou de lire beaucoup d'enquêtes. Il faut lire le vôtre, c'est ça? Certes, ouais. Mais il suffit de s'observer soi-même, d'observer ses collègues, d'observer ses collaborateurs, d'observer ses enfants et de se rendre compte que les bouleversements sont gigantesques. Et enfin, la troisième chose que je leur dis, c'est que posez-vous la question tous les matins, si vous allez aussi vite que la transformation des usages que vous opérez vous-même. Et si vous allez aussi vite que ça, ça veut dire que vous menez cette révolution numérique de transformation dans l'entreprise. Si vous n'allez pas aussi vite, alors là, il faut se poser des questions et repenser les organisations, faire appel à de l'appui extérieur sous une forme d'open innovation pour faire rentrer finalement cette culture numérique. C'est un problème de culture en fait. Ouais. Et alors il même, tiens, avant de marquer une petite pause, cette phrase de Michel Serres, le philosophe que vous citez, l'accès à l'ensemble de l'information à tout moment depuis n'importe quel terminal bouleverse notre relation à la connaissance et à ceux qui tiraient le pouvoir de cette détention. La réflexion se retrouve tout de suite. Pour les entreprises, donc la connaissance de l'information, donc c'est ce qui faisait qu'il y avait un chef, un sous-chef oui. Et des cadres. Tiens, du reste, vous nous disiez à l'instant, le mot cadre, il a disparu. Donc déjà, l'organisation, le management, même en France, est en train d'être bouleversé par cette mutation, cet été numérique. Oui, absolument. Le mot cadre a disparu de notre vocabulaire ouais. Parce qu'on a besoin on l'a même pas vu passer. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Parce que le cadre, il servait à quoi principalement? C'était celui qui transmettait, à encadrer et de transmettre de l'information descendante d'une direction vers des employés. Et puis également de faire remonter, sans aucun doute, le climat social vers la direction. Aujourd'hui, à partir du moment où les organisations se veulent plus collaboratives et participatives, le cadre est un leader qui anime des équipes bien plus que celui qui réalise de l'encadrement. Ouais. Donc vous, mais ça, vous n'allez pas expliquer ça, aux dirigeants d'entreprise qui va vous confier son budget, si? Bien sûr que je raconte ces histoires-là, effectivement, à des chefs d'entreprise qui comprennent bien également que le rôle de cadre est challengé, comme le rôle de l'expert et du sachant de façon générale. Parce que quand je parle de cadre, je pourrais parler aussi d'enseignant. C'est quoi un enseignant? Avant, c'était quelqu'un qui transmettait un savoir. Aujourd'hui, si en 2 clics, je peux avoir l'information, est-ce que j'ai besoin que quelqu'un vienne m'enseigner ce savoir? Non, l'enseignant de demain, et c'est un vrai enjeu, je trouve, de l'éducation nationale, c'est celui qui doit nous apprendre à nous autonomiser, à autonomiser les enfants dans ce monde complexe. C'est avoir une pensée et se structurer. Tout à fait, et de garder, face à la multiplication de l'information, son libre arbitre pour continuer à pouvoir choisir. Mais c'est un peu le même challenge que vous avez en tant que journaliste. Si je peux avoir accès à l'information, quel est le rôle d'un journaliste, sinon celui qui m'apporte une valeur ajoutée parce qu'il a triangularisé l'information, parce qu'il m'apporte un point de vue auquel je n'ai pas accès, parce qu'il met le doigt là où justement ça peut passer comme une information neutre, alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout. Tout à fait. Et c'est un vrai enjeu parce que c'est là où se situe l'enjeu de la monétisation de l'intermédiaire. Alors, traduction chez vous, chez Aegis Media, très grosse entreprise. Vous dirigez la filiale française, en plus elle a été rachetée par un japonais. Ça se traduit comment? Ça se traduit par moins de rapports hiérarchiques, donc des structures plus horizontales. Ça se traduit aussi par des accords avec des partenaires extérieurs. Je pense à Partech, qui est spécialiste de venture capital dans les startups, pour avoir accès d'une certaine façon à tout ce à quoi les jeunes réfléchissent en matière d'innovation, pour irriguer mon organisation de ces expertises-là et de ces innovations. Oui. Il y a un point qui est très intéressant aussi que vous soulevez et qui, pour beaucoup d'entreprises, change complètement la donne, évidemment, c'est la réputation de l'entreprise. Parce que désormais, cette réputation, elle se fait justement par ceux qui utilisent ces réseaux sociaux. Oui. Là, vous êtes obligé, enfin, vous n'avez pas le choix, évidemment, de mettre ça au cœur de vos stratégies, en l'occurrence de communication. Tout à fait, parce que, je veux dire, le digital, il provoque quoi? Il provoque un accès de tous à plus de données, à plus d'informations. Et donc, si je me place du côté de l'entreprise, j'ai plus d'informations sur mon client, et si je suis des pouvoirs publics, j'ai plus d'informations sur le citoyen. Si je me place du côté du citoyen, du salarié ou du client, j'ai également plus d'informations sur l'entreprise ou sur les pouvoirs publics. Et donc, la rencontre entre l'offre et la demande se situe à un niveau de pertinence plus élevé. Et donc, le vrai enjeu de la réputation, ça tient
à la transparence. Et cette transparence grandissante oblige les entreprises à être plus sincères, à être plus authentiques. D'accord, mais on est tous d'accord avec ça. Maintenant, vous savez, dans la réalité que vous côtoyez, Oui. C'est souvent un peu différent. Oui, sauf que... Comment faites-vous? Regardez le patron d'Orange, c'est quelqu'un qui a